Les résultats de Henrietta Swan-Leavitt imaginaient un peu l'impact que ça a pu avoir au début du XXe siècle. D'un seul coup, on a été capable de mesurer des distances sur des objets qui étaient à des distances incroyables. On s'est rendu compte qu'il y avait d'autres galaxies que la nôtre et que ces galaxies pouvaient se trouver à plusieurs centaines de millions d'années-lumière. Et bien dans le même temps, et même un petit peu avant les travaux de Henrietta Swan-Leavitt, d'autres travaux ont été menés pour cette fois-ci mesurer non pas la distance de ces objets lointains, mais leur vitesse par rapport à nous. Et en particulier leur vitesse d'éloignement ou de rapprochement. Cette méthode, c'est la méthode de mesure spectroscopique que vous connaissez bien, que vous étudiez en première et en terminale. L'idée, c'est que les galaxies, les étoiles sont composées de beaucoup d'hydrogène. Et l'hydrogène, lorsqu'on observe son spectre, on observe des raies d'absorption. Les raies Balmer, les raies Lyman alpha, que vous voyez ici d'ailleurs. Hein. Vous avez ici le spectre, typiquement d'une galaxie. Eh bien, si la galaxie s'éloigne, c'est le même principe de l'ambulance qui s'éloigne. Eh bien, dans le cas de la galaxie qui s'éloigne, ce spectre va être décalé vers le rouge. On parle de redshift. Si au contraire la galaxie se rapproche de nous, le spectre sera décalé vers le bleu. Eh bien, ce qui a été découvert au début du XXe siècle, c'est que quasiment tous les objets lointains qu'on observait, dont on savait qu'ils étaient des galaxies grâce à Henrietta Swan-Leavitt, eh bien, ces objets s'éloignaient tous de nous. Et la personne archi-célèbre, que vous connaissez tous de nom, Edwin Hubble, qui a donné son nom à la constante de Hubble, eh bien, cette personne, finalement, a récolté, a moissonné le fruit des travaux de ses prédécesseurs, donc en particulier les travaux de Henrietta, puisque il a eu l'idée sur un même graphe de tracer pour des objets lointains, des galaxies lointaines, et leur vitesse en ordonnée, et leur distance en abscisse. Et il s'est rendu compte qu'il y avait un lien quasiment linéaire entre les deux. Autrement dit, une galaxie, plus loin elle est, plus sa vitesse d'éloignement par rapport à nous est grande. Et par exemple, si on a une galaxie qui se trouve à 100 mégaparsecs, 100 mégaparsecs ça fait environ 300 millions d'années-lumière, eh bien elle va s'éloigner de nous à environ 6000 km par seconde. Alors on a souvent associé à Hubble l'idée de l'expansion de l'univers. En réalité, Hubble a surtout hérité des travaux qui avaient été faits par ses prédécesseurs, et ce n'est pas lui qui a associé cette notion de vitesse proportionnelle à la distance à la notion d'expansion de l'univers. En réalité, c'est un physicien belge qui s'appelle Georges Lemaître, un mathématicien également. C'est lui qui a, en étudiant les équations de la relativité générale d'Einstein, dont nous parlerons au prochain cours, c'est lui qui a directement associé la découverte de Hubble à la notion que notre univers était en expansion. Et alors certains physiciens à cette époque parlaient du modèle, le fameux modèle du cake au raisin. Alors c'est quoi ce modèle? C'est une façon finalement assez rigolote d'imaginer l'expansion de l'univers. L'univers se comporte comme un cake au raisin dans lequel il y a des galaxies. Les galaxies, ce sont les raisins. Et lorsque le cake grandit dans le four, grossit dans le four, eh bien il y a expansion en fait de la pâte qui se trouve entre les raisins, mais pas expansion des raisins. Eh bien c'est pareil pour l'univers. L'univers, il faut voir l'expansion de l'univers comme une expansion progressive et régulière de toutes les zones de l'espace entre les galaxies, sans qu'il y ait d'expansion à l'intérieur même des galaxies. Et maintenant, si on analyse les questions qu'on se posait tout à l'heure par rapport au champ très profond obtenu par le satellite Hubble, eh bien, on a les réponses maintenant. Vous vous souvenez, on se posait la question, il semble que l'univers soit fini, d'après les observations du champ profond de Hubble, mais on ne sait pas si c'est un infini temporel ou spatial. Eh bien là, on peut répondre. On peut répondre parce que si l'univers est en expansion actuellement, si l'univers est en train de s'agrandir, ça veut dire que dans le passé, l'univers, si on oriente notre axe des temps vers le passé, eh bien on a au contraire une contraction. Et donc, on peut facilement imaginer que dans le passé, l'univers a pu connaître une phase très condensée, très dense, une sorte de singularité,
On verra dans le cours prochain qu'on appelle cette singularité le Big Bang. Mais donc ça voudrait dire qu'en réalité, notre univers a une origine. Une origine, et donc notre univers est fini temporellement. Donc on va vers cette idée d'un univers fini temporellement. Cela ne permet pas néanmoins de conclure sur est-ce que l'univers est fini ou infini spatialement. Néanmoins, les idées actuellement tendent plutôt à penser d'un univers infini spatialement et fini temporellement. La deuxième chose que l'on peut maintenant comprendre à partir de ce modèle, c'est pourquoi est-ce que les galaxies que l'on voyait, les toutes dernières galaxies dans l'observation du satellite Hubble sont rouges et pourquoi après on ne voit plus rien. Eh bien, elles sont rouges tout simplement à cause du redshift, du décalage vers le rouge. Car si on continue la loi de Hubble pour des distances très grandes, si on applique cette loi pour des objets qui se trouvent à 13,5 milliards d'années-lumière, eh bien, constante de Hubble fois 13,5 milliards d'années-lumière, ça nous fait une vitesse d'expansion, une vitesse d'éloignement par rapport à nous qui se rapproche de la vitesse de la lumière. Autrement dit, ces galaxies-là extrêmement lointaines, qui sont les premières de l'univers, s'éloignent de nous à une vitesse quasiment égale à la vitesse de la lumière. Leur lumière est tellement décalée dans le rouge que l'on ne peut plus les voir. Elles finissent par devenir transparentes, invisibles. Alors je vous propose qu'on écoute Françoise Combe, qui est astrophysicienne à l'Observatoire de Paris, qui détient également la chaire d'astrophysique du Collège de France. Je vous propose qu'on l'écoute résumer un peu cette notion de l'infini spatial et temporel de l'univers. L'univers, actuellement, grâce à toutes ces expériences qu'on a vues, justement les supernovae, aussi les lentilles gravitationnelles qui nous permettent d'avoir la déformation des rayons lumineux qui viennent de loin et tester la nature de l'univers, et puis le fond cosmologique qui vient du Big Bang, qui a été cartographié par Kobe, par Planck, par WMAP, avec tous ces éléments concourent pour nous donner une vision de l'univers où l'univers est plat, n'a pas de courbure, et donc à ce moment-là, la courbure est liée à sa taille en fait, et il est infini. On pense maintenant qu'il est infini, enfin du moins d'après ce qu'on extrapole de tous les résultats qu'on connaît, l'univers doit être infini. Mais évidemment, nous ne voyons pas cette infinité. La lumière a une vitesse finie, 300 000 km par seconde, et donc à partir du Big Bang, puisque l'univers est fini aussi en temps, il a commencé à partir d'un Big Bang, il y a pour les galaxies qui sont au-delà d'un certain horizon qu'on va définir, les galaxies n'auront pas le temps de nous faire parvenir de la lumière, puisque la lumière a parcouru 13,8 milliards d'années-lumière depuis l'âge de l'univers qui est de 13,8 milliards d'années. Donc ça nous fixe un horizon. Et lorsqu'on observe très loin dans l'univers, on remonte le temps. On ne peut pas faire autre chose que remonter le temps. C'est-à-dire que quand on veut regarder une galaxie lointaine, on est sûr qu'elle ne sera pas contemporaine à nous. On va la regarder telle qu'elle était il y a quelques milliards d'années, donc plus jeune. Et peu à peu, on remonte jusqu'au Big Bang. C'est comme ça qu'on voit le fond cosmologique. Et on voit un moment où il n'y a plus de galaxies. On peut remonter comme ça avec l'expansion de l'univers. Et avec le télescope Hubble, on est remonté à 5% de l'âge de l'univers, où il n'y avait pratiquement plus de galaxies. Donc c'est là qu'on voit que le Big Bang, qui a posé beaucoup de problèmes à beaucoup d'astronomes, en fait, c'est une évidence. On le voit. On le voit en direct maintenant. Ce n'est plus une théorie, une hypothèse. On voit le Big Bang en direct, puisqu'on remonte le temps et on arrive au Big Bang. En fait, on arrive à quoi? On arrive à l'horizon de notre univers. Donc évidemment, nous sommes au centre de cet horizon, puisque chaque observateur dans l'univers aura une sphère autour de lui qui a la taille de 13,8 milliards d'années-lumière, mais en temps co-mobile. Comme l'univers est rentré en expansion depuis, la taille physique c'est plutôt 45 milliards d'années-lumière. Donc cet horizon est là, et chaque observateur se balade avec son horizon. Donc on est toujours au centre de notre univers. Françoise Combe vient de nous parler de la notion d'horizon. Alors essayons par des petits dessins de visualiser ce dont nous a parlé Françoise Combe, cette notion d'horizon, cette idée donc d'un univers infini spatialement et fini dans le temps. Alors l'une des façons les plus couramment utilisées pour visualiser l'univers, c'est d'imaginer que notre espace est en fait de dimension 2 et que notre espace se résume à la surface d'une sphère qui elle est de dimension 3.
Alors imaginons que notre univers, c'est la surface de cette boule. Okay, et que nous soyons au niveau du point O. Eh bien, si nous essayons d'observer partout autour de nous, donc nous allons observer le plus loin possible dans la zone blanche ici, et jusqu'où pourrons-nous observer? Eh bien, nous pourrons observer jusqu'à l'endroit où se trouvent des objets vieux de 13,5 milliards d'années et que nous observons au moment de leur naissance, peu de temps après le Big Bang, donc 13,5 milliards d'années. Et donc, ces objets, on ne peut pas observer plus loin, parce que si on pouvait observer... Alors ça ne veut pas dire que plus loin, il n'y a rien, au contraire, il y a toujours des galaxies au-delà. Mais ces galaxies, on ne peut pas les observer, parce que si on les observait, ça voudrait dire que leur lumière a mis plus que l'âge de l'univers pour arriver jusqu'à nous. Donc vous voyez qu'ici, en fait, cette zone rouge, c'est ce qu'on va appeler l'horizon des événements. On ne peut pas observer plus loin. Alors si l'univers avait été statique, si l'univers n'avait pas été en évolution, c'est-à-dire si le ballon ici n'était pas en train de grossir dans le temps, eh bien, forcément, le rayon de cet horizon observable serait d'environ 13,5 milliards d'années-lumière. Mais puisque depuis le Big Bang, notre univers, comme on l'a vu avec la loi de Hubble, est en expansion, eh bien, ça veut dire qu'en fait cet horizon a grandi. En même temps que les rayons lumineux, les photons des galaxies primordiales arrivaient jusqu'à nous, en même temps, l'espace entre les deux est en train de grandir. C'est pour ça que Françoise Combe nous parle d'un horizon qui se trouve à peu près à 43 milliards d'années-lumière. Donc voilà la première façon de voir les choses. Et maintenant, cette notion d'infinité. Alors, si on regarde la surface d'une boule, ce n'est pas infini spatialement. Sauf qu'en réalité, on aura l'occasion d'en reparler lors d'un prochain cours, mais en réalité, on pense que ce qui s'est passé juste avant le Big Bang, c'est une gigantesque explosion. Une explosion à partir d'une zone qu'on appelle singularité, une explosion qui a fait que la taille de l'univers, en quelques fractions de secondes, a grossi de plus de 10 puissance 100 fois. Vous imaginez? Donc on appelle ça une explosion, on appelle ça également la notion d'inflation. Et à partir de ce moment-là, l'univers a commencé son expansion, telle qu'on la mesure encore aujourd'hui avec la constante de Hubble. Et donc voilà l'univers, notre univers, qui en réalité, ici, on ne fait qu'ici un zoom de quelque chose qui est d'une taille quasiment infinie. Donc, mais ce zoom, si on zoome, cette zone-là, eh bien à partir de quelques instants après cette immense explosion qu'est l'inflation, eh bien cette zone-là, l'univers a commencé à grandir, à grossir au cours du temps. Voilà. Sauf que on se rend compte que si on s'intéresse à la taille de notre univers observable par rapport à la taille de l'univers tout entier, il est en fait infini, infiniment petit. C'est comme si on était sur une boule, mais dont le rayon est quasiment infini. Donc voilà, en fait, l'univers est en réalité quasiment infini, ce qui fait que localement, notre horizon observable, on n'en voit même plus la courbure. Vous comprenez? Donc voilà comment il faut se représenter les termes de Françoise Combe.